Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire le bilan lecture du mois de novembre 2019. Alors comme vous l'aurez remarqué, j'essaie de ne plus faire de bilan lecture mi-mois parce que j'aime bien en fait vous parler de tous les livres du mois en une seule vidéo. Bon, ça fait de super longues vidéos mais vous m'avez dit que vous aimiez bien donc... Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire... j'ai parlé sur Instagram d'une foire aux questions, enfin d'une vidéo questions-réponses et comme je n'en ai pas parlé sur YouTube, je préfère vous prévenir tout le monde au cas où certains ne me suivraient pas sur Instagram. Donc je vais faire une vidéo questions-réponses, donc si vous avez des questions vous les mettez en commentaire. J'en ai déjà 20 qui viennent d'Instagram, donc voilà. Si vous n'en avez pas ce n'est pas grave, j'en ai assez avec 20, mais au cas où je préfère vous prévenir. Histoire que je n'ai pas des commentaires du genre « Mais quoi, tu sors une vidéo questions-réponses alors que tu n'avais pas prévenu ?» En fait si, mais pas partout. Donc j'ai pas tellement eu le temps de vous tourner de vidéos en ce moment. Donc je vais tenter d'en tourner plusieurs là, sachant que ça fait 2 fois que je tourne celle-là puisque je n'y arrive pas. Ça fait trop longtemps que j'ai tourné. Donc j'ai du mal à me remettre dedans, on va dire. Encore une fois, je m'excuse si vous entendez la circulation, mais c'est une grande route à côté de chez moi, donc voilà. Alors, on va peut-être commencer tout de suite. J'ai pas mal lu ce mois-ci. Les 2 premiers, je les ai lus pour un challenge, mais je ne me souviens plus lequel. Je sais que c'était pour le PLIB, il me semble que c'était l'épreuve des audacieux, mais je n'en suis pas sûre, je ne sais plus. Et j'ai aussi 2 livres abandonnés ce mois-ci. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo si je ne les oublie pas, et espérons que je ne les oublie pas. Je crois que je n'ai rien d'autre de particulier à vous dire. On va commencer. Alors le premier livre que j'ai fini en novembre, c'est L'heure zéro d'Agatha Christie que j'ai lu en lecture commune avec Aurore. Je vous mettrai son Instagram en description. Alors c'est une enquête, waouh, étonnant, franchement étonnant de la part d'Agatha Christie, une enquête. Ce livre je l'ai trouvé d'occasion dans une bouquinerie des Flandres je crois, il me semble. Et je l'ai pris juste parce qu'il y avait écrit Mrs. Strange et que, une maison, clairement une maison qui a l'air très très gothique. Moi je suis désolée mais le nom de famille Strange et une maison gothique, voilà, je peux pas résister. Et je ne connaissais pas du tout ce livre là d'Agatha Christie. Apparemment il ne fait partie d'aucune de ces séries, ni Hercule Poirot ni Miss Marple, donc je me suis dit pourquoi pas. Pour le challenge je me suis dit on va lire des livres assez rapides à lire et Agatha Christie c'est toujours rapide à lire. Alors là c'est l'histoire de Mr. Strange qui a divorcé et qui s'est remarié, donc il y a 2 Mrs. Strange puisque la première femme, l'ex-femme n'a pas changé de nom de famille je crois, et il y a donc la nouvelle, Kay. Elles vont se retrouver dans la même maison pour une espèce de réunion de famille pendant les vacances. Et on s'imagine bien que ça va pas tellement bien se passer. Alors l'originalité de ce livre c'est que le meurtre n'a lieu qu'à la page 138 sur 251 je crois. Oui. Donc autant vous dire qu'il arrive assez tard, même très tard, puisqu'il arrive à la moitié, même passer la moitié du livre. Alors c'est à la fois original et en même temps ça rend la première partie très très longue, puisque certes on peut rassembler des indices, mais surtout on se demande qui va mourir en fait, puisque à aucun moment on ne sait qui va mourir. D'ailleurs j'étais assez surprise, je ne pensais pas que ce serait ce personnage. Donc on ne sait pas qui va mourir, on ne sait pas qui va le tuer, et on ne sait pas quand exactement. Mais on a des espèces de petites scènes d'anticipation. On est dans la tête d'un personnage qui est en train de planifier le meurtre, et on ne sait pas qui est ce personnage. Donc c'est assez... c'est à la fois frustrant et ça donne en même temps hyper envie de continuer. Comme d'habitude j'adore l'écriture de l'autrice, son intelligence, le fait qu'elle nous perde complètement en nous donnant plein de pistes différentes et à la fin aucune n'était la bonne. Donc je suis toujours très surprise quand je lis la fin de ces romans. Mais c'est tout l'intérêt d'une enquête ou d'un mystère, s'il n'y a pas de surprise, où est l'intérêt? D'ailleurs je vous parlerai dans le bilan de décembre d'un livre que j'ai lu et en fait il ne m'a absolument pas surprise. C'est à dire que toutes les révélations j'avais déjà deviné. C'est un peu dommage dans ces cas-là, on est un peu là, bah oui je le savais en fait. Là, pas du tout. Impossible en fait pour moi de deviner qui était le coupable puisque j'avais 3 millions d'hypothèses, j'étais là, ah ça peut être elle, elle peut avoir fait ça ou ça peut être lui, et puis... Mais alors j'avais absolument pas pensé à ce dénouement-là, mais du tout. Donc le dénouement m'a aussi beaucoup plu et justement ce qui m'a... Donc je peux pas vous dire exactement ce qui m'a plu dans ce dénouement mais ça rend le personnage très complexe et j'ai trouvé ça génial. J'aime aussi le décor, le fait que ce soit une maison victorienne. Bien sûr, l'ambiance qui est assez sombre du coup, assez oppressante en fait, ça m'a
un peu fait penser à Manderley dans Rebecca de Daphne du Maurier. Ce qui est aussi original et en même temps, ce qui pour moi je trouve porte un peu préjudice au livre, c'est que on a toute la notion d'heure zéro, c'est-à-dire l'heure où tous les éléments en fait sont réunis, toutes les personnes sont au bon endroit au bon moment, le meurtre a lieu, et là l'enquêteur arrive donc après cette heure zéro, l'heure zéro c'est en fait l'heure du crime, et l'enquêteur arrive après pour reconstituer en fait ce qui est arrivé. Donc c'était hyper intéressant puisqu'on a tout le cheminement en fait jusqu'à cette heure zéro où tout le monde est réuni, et ensuite on a l'enquête. Mais comme je vous l'ai dit, le fait qu'on ait tout ce cheminement, certes c'est bien parce qu'on peut essayer de deviner, mais en même temps ça rend le livre un petit peu long. C'est dommage pour un livre de 250 pages, mais ça rend... oui, ça donne l'impression que c'est long puisqu'on ne sait pas qui meurt, on ne sait pas qui, voilà. Mais c'était tout de même très bien, évidemment. C'est, on va dire, un petit bémol comparé au fait que ce livre était vraiment très intéressant et donnait envie de le continuer. Et le dernier petit bémol, c'est les jugements constants sur les femmes de la part à la fois des personnages masculins et des personnages féminins, puisque Kai est une jeune femme qui est constamment jugée pour son physique. C'était un petit peu agaçant à force en fait. Je ne dis pas que c'est l'autrice qui pense ce genre de choses, c'est juste que le fait de le lire écrit par plusieurs personnages à force c'est agaçant. Mais voilà, donc c'était une bonne petite lecture. Et il me semble qu'Aurore non plus n'avait pas deviné. Je crois qu'elle a deviné genre vraiment à la toute fin, juste avant que ça arrive en fait. Moi pas du tout, hein. Je suis restée aveugle jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était une très bonne lecture commune et voilà, pas mal. Ensuite, je sais pas pourquoi je suis restée dans les tons violet, bleu. J'ai lu le 3e tome des Sœurs Carmine, donc Dolorine à l'école. Les 2 premiers étaient Le complot des corbeaux et Belle de Gris. Donc mon préféré reste Le complot des corbeaux. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo, un spotlight série sur les Sœurs Carmine, puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. J'en ai noté plusieurs à faire éventuellement, si ça vous intéresse. Mais donc là, on va se concentrer que sur le 3e tome. Je pense que vous le savez, j'ai lu Le complot des corbeaux et Belle de Gris en octobre. J'ai adoré Le complot des corbeaux, c'était un gros coup de cœur. Belle de Gris un peu moins, et donc je m'attendais à adorer Dolorine à l'école, puisque Dolorine est ma 2e sœur préférée entre guillemets. J'adore l'univers, j'adore l'écriture, donc je me suis dit tout est là pour que j'adore. En plus visiblement il y avait un pensionnat, oui pensionnat, un pensionnat un peu étrange, qui fait un peu gothique, qui a l'air assez vivant, donc moi maison vivante oui, et pourtant ce n'est pas un coup de cœur. Alors j'ai aimé toujours l'univers, les jeux de mots, par exemple le fait que novembre soit novancre, ou septembre pour septembre, tout ça j'aime bien. J'aime aussi le fait que Dolorine ne comprenne pas toujours ce que disent les adultes et donc elle interprète ce qu'ils disent en modifiant en fait... comment vous expliquer? C'est là si je vais trouver un passage, ça m'étonnerait que je trouve. Donc je n'ai pas retrouvé, mais sachez que Dolorine parfois ne comprend pas ce que disent les grandes personnes et donc elle, dans sa tête elle reformule en fait ce qu'ils ont dit. Donc c'est assez drôle dans ce sens-là. On voit un petit peu Mec Vert, un petit peu Tristabelle, mais on se concentre surtout sur Dolorine. Et il m'a manqué quelque chose en fait. J'étais pas à fond dedans. J'ai trouvé que... Je sais pas, il manquait quelque chose. Déjà on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Parce que vraiment là, quand le livre se termine, je l'ai refermé et je me suis dit... Bah oui d'accord, mais alors et ça alors, et ça, et ça, et... Je sais pas, il y a des moments, il y a des choses qui m'ont manqué. Même la maison vivante n'était pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a pas agrippée en fait dans ce tome malheureusement. Et on sent bien sûr que le livre est pas écrit du point de vue de Dolorine, mais on sent... Enfin un peu quand même, je veux dire c'est influencé par le point de vue de Dolorine. Ce qui, comme avec Belle de Gris, contamine en fait l'écriture de l'auteur, qui... sinon est magnifique. Donc voilà, j'étais un peu sur ma faim en fait en lisant ce 3e tome, il m'a pas entièrement convaincue. Je suis assez déçue parce que je voulais adorer ce livre, voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Je vous recommande évidemment cette trilogie. Alors, je ne vous ai absolument pas parlé de l'histoire parce que c'est un tome 3, mais sachez que dans le premier tome, donc, c'est une urban fantasy. Alors c'est pas une urban fantasy parce qu'on a un monde parallèle caché qui existe à côté de notre monde réel, mais parce qu'on se concentre sur une ville grisaille. Donc urban fantasy ça peut être simplement une fantasy qui se concentre sur une ville. Et donc c'est un monde vraiment à part, c'est pas du tout le monde réel.
Même si parfois on peut se demander si il s'est pas passé quelque chose et en fait le monde a changé ou quelque chose comme ça. Donc il y a 8 familles je crois, qui ont toutes un pouvoir particulier. Et elles se font la guerre en gros pour le gouvernement de Grisaille. Et donc il existe des nécromants, des montes en l'air, puisque Méribel est une monte en l'air, des sépulcres qui sont, il me semble, des... non ce sont des vermeils, des vampires. Il y a des vampires, il y a des gens qui contrôlent les métaux, tout ça. Enfin, c'est hyper intéressant je trouve comme univers, mais en fait je trouve qu'il n'a pas été assez exploité en fait dans ce tome. Ce qui est dommage. Parce que j'aurais voulu en savoir plus, j'aurais voulu en voir plus et du coup, oui, je suis restée sur ma faim. Voilà, et donc dans ce livre, je pense que vous l'aviez deviné, on suit les 3 sœurs Carmine. Donc pas grand chose à dire sur ce tome, petite déception, mais voilà, peut-être qu'il y aura un jour plus sur cet univers, ce serait bien puisque j'ai encore beaucoup de questions. Et j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Monsieur Nyx, on en apprend un tout petit peu plus sur lui, j'aurais aimé avoir encore plus, mais... c'est déjà ça, on va pas se plaindre. Donc là c'était des 2 lectures que j'ai bien aimées mais qui m'ont pas, enfin qui ne sont pas des coups de cœur, qui m'ont pas transcendée. Je me suis pas dit oh mon dieu c'est merveilleux, je vais les relire toute ma vie. Voilà donc et en plus une toute petite déception pour le tome 3 des Sœurs Carmine. Et là, avant, donc je vous avais dit qu'avant, en octobre, j'avais commencé, alors je pense aussi que c'est pour ça que ces livres ne sont pas entièrement des coups de cœur. En octobre j'avais commencé 2 livres. Bon, un qui n'est pas du tout un coup de cœur, mais l'autre qui en est un à 100%. C'est Romantic Outlaws, The Extraordinary Lives of Mary Wollstonecraft and Mary Shelley de Charlotte Gordon. C'est donc une biographie, une double biographie, en fait, biographie croisée de Mary Wollstonecraft et Mary Shelley. Donc Mary Shelley est la fille de Mary Wollstonecraft. C'était génial, c'était formidable. J'ai adoré ce livre. Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore les biographies. Je trouve ça, enfin quand elles sont bien faites évidemment, je trouve que c'est formidable d'apprendre à connaître bon ici 2 autrices, mais d'apprendre à connaître un personnage réel qui nous a touchés, qui nous influence ou quoi. Et j'adore Mary Shelley, notamment parce qu'elle a écrit Frankenstein et que j'adore Frankenstein qui est là quelque part. J'adore Frankenstein et j'avais envie en fait d'en connaître plus sur son autrice. J'ai trouvé une biographie de Mary Shelley seule, mais je suis allée à la BU et j'ai trouvé ce livre, il était là et je me suis dit je ne peux pas passer à côté de ce livre sans l'emprunter alors que j'ai terriblement envie d'en savoir plus sur Mary Shelley. Donc je l'ai pris tout en me disant bon ce livre est énorme parce que je crois que je vous l'ai déjà montré, il est vraiment très gros, il fait 547 pages mais avec les notes plus la bibliographie qui est magnifique. Ça fait vraiment un gros livre assez impressionnant. Et sachant que je savais absolument rien sur Mary Wollstonecraft, donc je me suis dit, j'arrive comme ça tombe, ça va absolument pas me plaire de lire ce livre, puisque je connais pas assez sur elle ou quoi. Et en fait ce livre était juste mais formidable, c'était génial. On parle de féminisme, de conditions sociales des femmes, mais aussi de conditions sociales tout court. On les voit de leur naissance à leur mort, c'était formidable. Par contre ça m'a fait haïr, mais haïr à un point formidable, Percy Shelley et Byron, mais ces gars-là... D'ailleurs je voulais lire leurs poèmes en même temps que je lisais la biographie, et en fait au fur et à mesure que je lisais la biographie j'avais de moins en moins envie de lire leurs poèmes parce que je me disais mais j'ai absolument pas envie de soutenir ces auteurs, même s'ils sont morts depuis des siècles, j'ai absolument pas envie de lire leurs œuvres en fait. Parce que c'est juste horrible ce qu'ils font dans ces... Enfin, ce qu'ils ont fait en fait dans leur vie. C'est pas possible. En lisant la façon dont Percy Shelley traite sa femme, ou alors même se considère, on va dire, mais ça m'a tellement agacée. Mais alors Byron, je pense que Byron c'est le pire. C'était... Il est sérieux. Il était sérieux. Enfin, voilà, c'était... Comme je vous l'ai dit, la bibliographie est top. J'ai ajouté plein de livres à ma wishlist qui était déjà... Enfin, qui n'en avait pas besoin, clairement. J'ai aussi ajouté des œuvres que je ne connaissais pas du tout de Mary Shelley, puisqu'on la connaît surtout pour Frankenstein, mais en fait elle a écrit beaucoup d'autres œuvres qui sont beaucoup moins connues. J'ai été choquée par le traitement de Mary Wollstonecraft, puisque en fait c'est une femme qui devrait être connue de tous et de toutes, et elle est... Mais alors j'ai dû entendre son nom 3 fois dans ma vie, et en voyant le titre de Romantic Outlaws, je me suis dit
j'ai du mal en fait à comprendre qui est Mary Wollstonecraft par rapport à Mary Shelley. Donc je comprends pas trop pourquoi elles sont ensemble dans la même biographie, mais enfin c'est pas grave. On comprend dès le début en fait, c'est simplement sa mère. Et je pense qu'il y a aussi une confusion parce qu'en fait Mary Shelley a pris le nom de famille de sa mère ensuite, c'est-à-dire qu'elle s'appelait Mary Wollstonecraft Shelley. Et plus du tout Mary Godwin ou juste Mary Shelley, elle s'appelait vraiment, elle avait les deux noms de famille. Donc c'était un peu confusion. Qui est en fait Mary Wollstonecraft? Est-ce que ce n'est pas juste Mary Shelley? Non, en fait non. Et donc sa femme n'est pas du tout connue alors que... Mais elle devrait l'être. Elle devrait l'être. Je trouve ça choquant qu'elle ne soit pas plus connue. Et en fait j'ai compris pourquoi. Puisqu'à la fin, quand elle meurt... Spoiler, elle meurt. Ouh. Quand elle meurt, son mari... que je ne vais pas employer d'adjectif ici parce que je risque d'être très violente, très insultante, donc son mari, on va simplement dire ça. Son mari décide d'écrire sa biographie et il a détruit sa réputation en un bouquin. Bravo, bravo, franchement. Comment effacer une femme de l'histoire? Demander simplement à son mari d'écrire une biographie sur elle. Parfait. Donc voilà, aucun des personnages masculins... Des personnages masculins, c'est très bizarre que je parle de personnages alors que ces gens ont vraiment existé. Aucun des hommes de ce livre ne vaut le coup en fait. Aucun ne relève l'autre. Aucun ne peut être digne d'estime en fait. À part peut-être l'éditeur qui édite... Mary Wollstonecraft il me semble. Oui, à part lui, éventuellement. Mais sinon tous les autres... Mon dieu. Ah, c'est grave. Sinon dans ce livre j'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance puisqu'en fait Charlotte Gordon écrit tellement bien, vraiment elle écrit vraiment bien, on a l'impression de lire un roman alors qu'on lit une biographie, c'était vraiment très prenant. À chaque fois que je posais le livre j'avais envie de le reprendre. D'ailleurs j'ai dû donc arrêter ma lecture pour lire L'heure zéro et les Sœurs Carmine pour le challenge pour le PLIB. Et en fait ça m'a coupé dans ma lecture, déjà, même si ça n'a pas gâché ma lecture puisque j'ai quand même adoré. Mais surtout, ça m'a fait moins aimer ces livres, justement parce que j'étais déjà en train de lire un livre que j'adorais. Alors, sachez, je pense que vous l'aviez deviné, mais je vous le dis quand même, à chaque fois que je lis une biographie, je m'attache tellement aux personnes dont on parle, que quand ces personnes meurent, parce que bon, souvent les biographies sont sur des autrices ou des auteurs ou des gens, en général, qui sont morts depuis. Et à chaque fois que, donc quand Mary Wollstonecraft et Mary Shelley sont sur le point de mourir ou meurent, j'ai eu tellement mal au cœur. Bon, j'ai pleuré, évidemment, je pense que j'avais même pas besoin de vous le dire, puisque quand Daphné du Maurier est morte dans Manderley Forever et quand Angela Carter est morte dans The Invention of Angela Carter, j'ai pleuré aussi. Et bien pour Mary Wollstonecraft et Mary Shelley, j'ai fait la même chose. Je me suis sentie aussi très très mal quand Percy Shelley meurt. Très très mal parce que... en fait, pour ce que ressent Mary, et pour ce qui lui arrive après d'ailleurs, mon Dieu. Quand je vous disais qu'aucun homme n'est repêchable dans ce livre, je suis sincère, hein. Aucun homme ne vaut le coup, aucun. Voilà, donc beaucoup d'émotions. C'était aussi très prenant. Alors on peut penser parfois qu'une biographie c'est un peu chiant entre guillemets, puisqu'il n'y a pas vraiment de suspense, c'est pas un roman tout ça, mais comme je vous l'ai dit, Charlotte Gordon écrit son livre comme si c'était un roman, puisqu'elle nous écrit certaines petites phrases qui suscitent le suspense en fait. Puisqu'elle écrit en anticipant ce qui va arriver. Et voilà, ça nous donne super envie de lire le chapitre suivant. Alors aussi elle alterne les chapitres entre Mary Wollstonecraft et Mary Shelley. Ce qui peut... Alors moi à première vue quand j'ai vu ça je me suis dit oula, ça va être compliqué, je vais tout mélanger. Et en fait pas du tout, puisque vraiment elles ont eu des vies assez différentes, même si toutes les deux ont eu des vies extraordinaires comme le dit le sous-titre. Elles ont eu elles ont connu des... Comment dire? On va dire qu'elles ont vécu des aventures mais assez différentes. Puis elles n'avaient pas vraiment le même statut. Bon, elles étaient toutes les deux très mal considérées pour des raisons différentes. Mais voilà. Et en fin de compte, j'ai trouvé ce livre fascinant, extraordinaire, magnifique. Enfin, par contre, il n'a pas été traduit, puisque comme pour Angela Carter, je pense que ces autrices ne sont pas assez connues en France pour que les éditeurs français décident de traduire une biographie qui parle d'elle. Donc, pas traduit, malheureusement. Mais donc, si vous avez l'occasion de lire ce livre en anglais, faites-le, c'est génial, c'est magnifique, je vous le recommande à 100%.
Et je pense m'acheter un exemplaire bientôt, histoire d'avoir mon propre livre, parce que en fait ces biographies là, Manderley Forever, The Invention of Angela Carter et donc Romantic Outlaws, je ne les ai pas et j'ai envie de les avoir pour les annoter de partout encore une fois, puisque comme je vous l'ai dit, l'autrice écrit très bien, il y a tous des passages entiers que j'ai envie de réécrire, de relire, d'encadrer, enfin voilà, c'était juste formidable. Je pense que vous ne doutez pas de quel livre sera le meilleur de ce mois-ci. Alors, je parle, mais je ne regarde pas le temps. Oui, ça fait déjà longtemps que je vous parle. Vous avez dit que vous aimiez les longues vidéos. Nouveau cadeau. Ensuite, j'ai fini Les couleurs de notre temps de Michel Pastoureau. Bon, là par contre, c'est pas un coup de cœur, pas au même niveau du tout que Romantic Outlaws. Alors, j'ai bien aimé parce que j'ai appris beaucoup de choses sur les différentes couleurs, sur la représentation sociale des couleurs, sur l'histoire des couleurs, tout un tas de choses différentes. En revanche, je trouve que pour un livre sur les couleurs, le design... Non, j'ai pas trouvé... Enfin non. J'ai trouvé que c'était pas top. Du tout même. J'ai aussi trouvé, alors l'auteur le dit au début du livre, puisque c'est en quelque sorte un dictionnaire, certains articles se répètent. Et comme je lis mes livres, souvent pas d'une traite, mais je veux dire en continu, je ne lis pas un article par-ci par-là entre 3 livres. Du coup, je me rendais compte de ces répétitions et c'était assez gênant. J'ai aussi trouvé que certains articles, en fait, c'était surtout l'opinion de l'auteur et... Bah, c'est pas que je m'en fiche, mais je préfère avoir des informations, des faits, plutôt que juste l'opinion de l'auteur. Surtout que, j'ai pas forcément les mêmes opinions que lui, donc voilà, c'est... Il y a aussi certains articles qui étaient un peu des mini-essais, ça c'était super intéressant, mais du coup j'avais envie d'en lire plus. Et puis le ton de l'auteur est parfois limite, enfin... Je sais pas, j'ai pas été conquise par ce livre, donc certes ça m'a appris des choses, mais je m'attendais à mieux et à différent. Voilà, donc je lirai d'autres livres de Michel Pastoureau, mais celui-là ne va pas rester dans les annales ou dans les meilleurs livres enfin dans mon top des meilleurs livres. Ensuite, j'ai lu Mère morte d'Aurélie Wellenstein, donc c'est un sélectionné du PLIB. Je crois que c'est le 2e, 3e, 4e. Je ne sais plus. C'était le 3e que je lisais pour le PLIB. Je l'ai acheté aux Aliénales en octobre, donc je l'ai lu assez rapidement, pour une fois que je lis un livre rapidement. C'est à noter. Donc il est dédicacé avec une petite... voilà, très sympathique. L'autrice est très sympathique et à chaque fois que je la vois j'ai envie d'acheter tous ses livres, mais je me calme parce que ses livres sont assez sombres si j'ai bien compris. D'ailleurs c'est le premier livre d'Aurélie Wellenstein que je lis. J'ai aussi Le Dieu oiseau qui est là-bas. Mais je n'ose pas lire ce livre parce que j'ai entendu qu'il était assez violent. Et c'est pas que je lis des livres toujours tout roses, mais il y a du cannibalisme et de la torture. Je sais pas, j'ai pas tellement envie de cannibalisme et de torture en ce moment. Mais bon, donc j'ai aussi repoussé la lecture de Mère morte en fait, puisque je voulais le lire assez rapidement. J'ai repoussé son achat et sa lecture parce que je savais que c'était donc une fantaisie post-apocalyptique. Alors vous allez peut-être tiquer quand je vais vous parler de certains... Enfin quand je vais vous donner les genres de certains livres maintenant, surtout les fantaisies. Mais je vais vous faire une vidéo sur les différents types de fantasy, j'arrête pas de le dire et je ne la tourne jamais, mais le livre suivant m'a aidé à préparer cette vidéo, donc je devrais bientôt la tourner, ne vous en faites pas. Donc c'est une fantasy post-apocalyptique, puisqu'on est dans le futur et que les mers et les océans ont disparu, et les animaux marins reviennent pour hanter les vivants. Il y a donc besoin d'exorcistes, et donc le personnage principal, Ural, est un exorciste, qui est donc nécessaire pour protéger en fait les espèces de bastions d'humains qui sont toujours vivants. Puisque vraiment c'est asséché, c'est-à-dire que là il vit dans un désert. Super, génial. Et il va arriver quelque chose à Ural. Il va embarquer sur un bateau, donc il va partir à l'aventure, il va lui arriver quelque chose, mais je ne vais pas trop vous en dire. Et oui, un bateau, vous comprendrez en lisant le livre. Et donc il part sur un bateau avec un capitaine Bengal et son équipage pour... Alors, je sais pas si je peux vous le dire, j'ai peur de vous spoiler en fait. On va dire que Bengal a une mission et qu'il a besoin d'Ural pour réussir sa mission. Voilà, comme ça au moins je ne vous dis pas grand chose. Donc,
J'avais peur de lire ce livre parce que j'ai vu plusieurs chroniques qui disaient que c'était terriblement triste. J'ai aussi vu des passages notamment Fiorella avait mis un passage sur Instagram. J'ai lu ce passage et je me suis dit non mais jamais, jamais je n'arriverai à lire ce livre, c'est impossible. Puisque, je veux pas trop vous en dire, mais en fait on voit comment certains animaux marins sont morts. Ah, rien que d'y penser, ça me... J'ai des frissons et j'ai une boule dans la gorge. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment affreux. Donc il y a des descriptions affreuses, des moments très difficiles à lire dans ce livre. Enfin, des passages très difficiles à lire dans ce livre. Des moments où j'ai dû reposer le livre, où j'ai dû faire autre chose pour effacer ces images de ma tête. Et voilà, c'est pas toujours donc très gai, même rarement gai. Mais c'est un livre que je trouve très, très important. Puisque, en gros, c'est ce qui pourrait nous arriver. Bon, peut-être pas avec le côté fantasy et le côté exorciste, puisqu'il y a bien sûr un aspect fantasy à ce livre, mais c'est tout à fait actuel, puisque il est possible qu'un jour on fasse tellement n'importe quoi que nos mers, nos océans disparaissent et que les animaux marins meurent de cette façon, puisque ça arrive déjà. Ça. Donc ça, c'est les passages où on voit les animaux marins mourir, ça arrive maintenant. Donc savoir que ça, c'est réel, je pense que ça rend la lecture encore plus dure. Donc voilà, si vous voulez le lire, et je vous le conseille fortement, préparez-vous quand même. Psychologiquement, c'est assez dur. J'ai fini par m'attacher au personnage. Alors j'ai lu certains avis qui disaient qu'ils aimaient pas du tout Oural, qu'ils avaient réussi à s'attacher à aucun personnage, qu'ils comprenaient pas pourquoi Oural réagissait comme ça, tout ça. Alors moi j'ai fini par comprendre, enfin j'ai compris les personnages. Même si je n'approuve pas forcément tout ce qu'ils font, j'ai compris quand même leur attitude, leur réaction, tout ça. J'ai fini par beaucoup m'attacher à Oural, beaucoup m'attacher à l'équipage, même à Bengal. Et alors, comment le dire sans spoiler? On va dire que Bengal est un personnage fascinant pour les autres. Il est presque vénéré. Et en fin de compte, quand on termine le livre, enfin personnellement en tant qu'actrice, j'ai fini aussi par le trouver fascinant, par le trouver attirant, tout en le trouvant repoussant, et par être fascinée aussi. Donc je trouve que c'est vraiment un talent particulier de l'autrice ici de nous faire adorer ce personnage et en même temps de nous le faire détester. Voilà, c'est un personnage assez ambivalent, difficile à aimer mais en même temps difficile de ne pas l'aimer. Voilà, je sais pas si je suis très claire. L'idée des mers mortes et donc de cette, déjà rien que mer morte, j'adore le titre et les sonorités assez dures, enfin, j'adore ce genre de choses. Mais on va pas commencer à partir dans l'analyse littéraire. Rien que le titre et ces sonorités, je trouve que on sait déjà que le livre se traduit. Mais donc l'idée des mers mortes est excellente, le message évidemment est, comme je vous l'ai dit, hyper important. Et alors la fin. Alors autant les passages, comme je vous ai dit, où on voit les animaux marins mourir, c'était difficile à lire. Il y en a un par exemple avec un requin, mais c'était tellement affreux de lire ce passage. J'avais les larmes aux yeux et j'avais du mal. Mais alors la fin, je sais pas, j'ai l'impression que les vannes se sont ouvertes à la fin ça a fait accumulation de tristesse et de passages affreux et la fin a ouvert les vannes et j'ai pleuré comme une madeleine. Voilà, c'était la fin, je m'y attendais et je m'y attendais pas on va dire, donc c'était... Je sais même pas trouver un mot pour... Oui, dévastateur on va dire, c'était horrible, cette fin horrible. Et en même temps, voilà, je veux pas trop vous en dire mais c'était quand même horrible cette fin. Voilà, donc j'ai adoré ce livre, c'est un coup de cœur évidemment. Peut-être simple bémol, il y a une relation dans ce livre qui est malsaine, clairement. D'ailleurs un des personnages le dit, que cette relation est malsaine, elle est toxique. Et pourtant, j'ai adoré cette relation. C'est très rare que j'aime ce genre de relation, mais alors là, voilà. Donc très bizarre, j'avais envie de les voir ensemble et en même temps je trouvais ça terriblement toxique. Donc je vous recommande ce livre, lisez-le, même s'il est dur, prenez vos mouchoirs, prenez votre courage à deux mains et lisez-le. Ça vous fera pleurer sans doute, mais peut-être que vous aurez un petit espoir à la fin. Ce qui ne veut pas dire
que c'est une fin heureuse. Loin de la même. Mais voilà, je trouve que c'est un livre important et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Donc j'avais raison, hein, c'était dur, mais contente de l'avoir lu. Ensuite, un livre que je n'ai pas parce que il n'existe pas en papier, il n'est publié qu'en e-book. Mais j'avais très envie de le lire, donc je me suis dit tant pis, je lirai un e-book, allez. C'est Guide des genres et sous-genres de l'imaginaire, oui, d'Apophis. Conseillé par Candice, merci encore, il était génial. Alors, ce livre était tout simplement génial. Alors, bien sûr, le seul bémol, c'est que c'est un e-book et que j'aime pas lire en numérique, mais bon, tant pis, je me suis forcée. C'était génial. Il y a toute une classification donc de la fantasy et de la science-fiction. On a aussi l'Uchronie, le steampunk, et l'auteur sépare aussi la science-fantasy. Donc oui, pour lui c'est un genre à part. J'ai adoré, il y a des tas de recommandations dans ce livre. J'ai ajouté plein de livres à ma wishlist qui, comme j'ai déjà dit, n'avaient pas besoin de ça, mais bon, tant pis. D'ailleurs, l'e-book est gratuit, donc si vous avez envie de le lire, je vous le conseille, allez-y. C'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, donc voilà. Je ne sais pas en fait quoi vous dire de plus sur ce livre, juste il est génial. Si vous aimez les littératures de l'imaginaire et que parfois vous avez un petit peu de mal à savoir de quel type de fantasy on parle, de quel type de science-fiction on parle, est-ce que c'est vraiment de la science-fiction, c'était formidable. D'ailleurs il y a des moments, quand je lisais, où je me disais mais ça j'aurais trop mis en science-fiction. Par exemple, Mère morte, à l'origine, je le mettais en science-fiction, alors que en fait non. Et l'auteur explique bien sûr pourquoi. Par exemple, Mère morte n'est pas une science-fiction. Voilà, ça m'a donné encore plus envie de lire de la science-fiction et de la fantasy. J'ai aussi réorganisé mes étagères par rapport à ce guide. J'ai essayé de les classer par genre de fantasy. Et alors pour la science-fiction, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai un peu plus de mal. Mais bon, pour la fantasy, je suis pas persuadée d'avoir réussi à caser tous les livres au bon endroit. Mais bref. Donc voilà, excellent. Si vous avez envie d'ajouter des tas de livres à votre wishlist, allez lire ce livre. Je m'en suis inspirée pour faire ma vidéo sur les différents types de fantasy, mais si vous avez envie de précision et de quelqu'un qui vous explique beaucoup plus clairement, allez lire le guide, c'est beaucoup mieux pour vous. Ensuite, la deuxième LC du mois, LC égale lecture commune, c'est Anna Karénine de Léon Tolstoï que j'ai enfin relu, enfin. C'est un beau pavé, 985 pages, bon la petite déception que le livre n'atteigne pas 1000 pages. Oui, je suis ce genre de lectrice qui quand elle lit un pavé comme ça veut absolument qu'il fasse 1000 pages pour se dire j'ai lu un livre de 1000 pages. Alors que non, déception. Eh bien c'est toujours un de mes livres préférés, évidemment, c'est juste formidable, ce livre est génial, l'écriture est formidable, l'auteur a un talent tout particulier pour mettre en mots ce qu'on ressent. Et on se retrouve dans ce livre. J'ai cette fois annoté le livre, j'ai entouré des citations, j'ai mis des petits cœurs ou des petits cœurs brisés au moment où, oh mon dieu, mon cœur s'est vraiment brisé. C'était génial. Par contre, alors, ce livre suit énormément de personnages. Anna n'apparaît, je pense, qu'à la page 80 ou 90, parce qu'en fait on va d'abord suivre son frère qui va nous amener à un autre personnage, qui va nous amener à un autre personnage, qui va nous amener enfin à Anna. J'adore le personnage d'Anna, je pense que c'est mon personnage préféré de la littérature, je la comprends, j'ai mal au cœur pour elle, j'ai envie de l'aider, voilà, je pense que si j'avais vécu à cette période, peut-être que... Enfin, je me sens en fait très proche d'Anna. Il y a beaucoup de traits de personnalité d'Anna qui sont proches de ma propre personnalité. Donc quand je la lis, je me vois, enfin c'est bizarre, il y a une scène par exemple dans un train où elle est en train de lire et je me vois moi-même quand je lis dans le train. Enfin, il y a des choses qu'elle pense et je me dis mais moi aussi je pense ce genre de choses. Il y a des moments où elle se sent terriblement coupable parce qu'elle pense certaines choses et je suis pareil, donc voilà. Alors j'ai eu un peu de mal avec la lecture commune parce que comme je vous l'ai dit, Anna fait partie de moi, enfin je veux dire le personnage surtout, le livre mais le personnage surtout. Et en fait j'ai été un peu bête, j'ai été un peu rapide on va dire à proposer cette lecture commune alors que j'aurais peut-être dû le relire moi-même toute seule et ensuite le proposer, parce que lire ce livre avec d'autres personnes, même si ces personnes sont tout à fait bienveillantes et sont des gens très gentils et extraordinaires, même comme ça, quand on parle d'un livre qui nous touche particulièrement et que certaines personnes ne l'aiment pas, alors
On peut ne pas aimer un livre, par exemple si quelqu'un n'aime pas Harry Potter et me dit moi je trouve que c'est nul parce que ça va beaucoup moins me toucher que quand je lis des commentaires qui disent oui Anna est comme ci comme ça, de toute façon elle est comme ci comme ça, je la déteste ou ce genre de choses. Parce que comme je me sens tellement proche d'elle, j'ai l'impression que c'est moi qu'on juge à travers elle. Et donc c'était assez dur en fait d'avoir ce genre de conversation avec des gens qui n'aiment pas forcément Anna. Voilà, mais j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture, et cette lecture commune d'ailleurs, puisque j'ai réussi à me distancier au fur et à mesure des commentaires. Il n'y a pas qu'Anna que j'aime aussi beaucoup d'autres personnages, j'aime surtout la complexité de ces personnages, la complexité de l'histoire, le fait qu'on suive plusieurs personnages et qu'ils soient tous uniques en fait, qu'on ne retrouve pas un trait de caractère dans le même trait de caractère chez plusieurs personnages. Voilà, Léon Tolstoï était un magicien et connaissait parfaitement le cœur humain, je pense. Seul bémol, que je ne m'en suis pas rendu compte à la première lecture, sans doute parce que j'étais pas encore assez mûre pour ça et assez consciente de ce genre de problématique, mais tous les personnages masculins sont misogynes, et quand je dis tous, même Stéphane ou Stéphane, je ne sais pas comment on dit, même le frère d'Anna, qui pourtant est adorable. J'ai détesté les scènes de chasse. Les scènes à la campagne ont fini par m'agacer, sans doute à cause du personnage de Lévin qui lui aussi m'a agacée. Et pour cette relecture, j'ai trouvé un parallèle entre deux couples qui m'a agacée aussi, puisque ça permet en fait de rabaisser Anna. Et donc voilà, en fait le fait que j'adore Anna Karénine, le personnage, c'est pour moi un espèce de pied de nez à l'auteur pour lui dire tu as voulu qu'Anna soit détestable, tu as voulu qu'on la voie comme une femme perdue, et en fin de compte c'est elle que je préfère et c'est pour elle que je lis le livre vraiment. Et donc voilà, bien fait pour toi. Et j'ai trouvé que la 8ème partie était inutile entre guillemets, je ne vois pas ce qu'elle apporte. Vraiment pas. Elle était de trop pour moi et elle peut très facilement sortir le lecteur. Enfin je veux dire, le lecteur se fout complètement de cette 8ème partie. Là actuellement je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, cette 8ème partie. Je ne m'en souviens même pas. Parce que la 7ème partie se finit en apothéose en quelque sorte, si on peut parler comme ça. Et oui, la 8ème partie ne sert à rien. Voilà, donc toujours un coup de cœur et j'adore toujours ce livre. Il fait toujours partie de mes romans préférés. Même si je pense que maintenant il est clairement au coude à coude avec Bleak House, donc la maison d'après-vent de Charles Dickens, que je vais relire un jour, c'est sûr, puisque j'ai adoré ce livre. Mais voilà, ce livre est merveilleux. Si vous le lisez et que vous n'aimez pas, ne me le dites pas. Mais si vous l'avez lu et que vous adorez, je veux bien qu'on en discute ensemble. Je veux bien qu'on discute de tous les livres ensemble, si vous avez aimé ou pas, que ce soit un coup de cœur pour moi ou pas. Mais Anna Karénine, vraiment je suis sensible avec ce livre, donc voilà. Quelle émotion. Ensuite j'ai lu complètement autre chose, je me suis dit que j'allais sortir un peu du... Enfin, c'est compliqué en fait pour moi de sortir d'un livre comme Anna Karénine et ensuite de trouver un livre qui me remette carrément... Enfin, qui me remette tout de suite en scène on va dire. Du coup j'ai lu La mythologie selon Game of Thrones de Gwendal Fossois, je suppose que c'est comme ça. Je me suis dit que c'était assez éloigné, donc il n'y a pas de questions historiques, il n'y a pas de classique, il n'y a pas de questions de personnages forts ou quoi. Donc je me suis dit que ça allait. C'est une non-fiction donc sur les liens entre la mythologie et Game of Thrones. J'ai adoré, et en même temps c'est pas un coup de cœur, je vais vous expliquer. J'ai adoré le fait qu'on lit la mythologie et Goth, puisque il y a tout un tas de choses que j'avais absolument pas vues. Il y a des choses, j'ai écrit d'ailleurs dans le livre comme d'habitude, j'ai écrit quand j'étais un peu choquée, j'ai mis des points d'exclamation, où je me suis dit que c'était hyper intéressant de le voir comme ça, parce que absolument pas vu ça. Donc il y avait des mythes que j'avais absolument pas associés avec la série. Par contre, il y a des choses... je suis pas totalement d'accord. Déjà, il y a des erreurs. Par exemple, il y a un moment donné où on parle de Frankenstein et où on dit... alors, attendez. Elle crée son propre Frankenstein, je crois. Mais alors, non, elle crée pas son propre Frankenstein, en fait. Elle crée son propre monstre, parce que Frankenstein, c'est le docteur, en fait. Donc on peut pas écrire ça. Il y a tout un tas de... Enfin, il y a des petites erreurs comme ça qui m'ont un peu sorti du livre, malheureusement. Je trouve qu'on voit aussi beaucoup l'opinion de l'auteur, donc un petit peu comme... je ne me souviens plus le nom, Les couleurs de notre temps. On voit l'opinion de l'auteur et... Alors, je conçois que quand on écrit une non-fiction, ce soit difficile d'être objectif et de ne pas donner son opinion.
Mais comme j'ai absolument pas les mêmes opinions que lui, c'est un petit peu compliqué d'être d'accord avec lui et donc d'apprécier les passages où il donne son opinion, même si c'est assez dilué. Voilà, sinon j'ai pas grand chose à dire, c'était vraiment très intéressant. Ah oui, alors j'aurais aimé, si, j'ai autre chose à dire d'important. Alors là, ce livre fait 158 pages et je pense qu'il aurait facilement pu en faire 300 parce que la majorité des mythes qui sont donnés ne sont pas creusés et j'ai trouvé ça terriblement dommage parce qu'on aurait pu beaucoup plus creuser, beaucoup plus analyser et c'est pas le cas ici. Juste on dit ah bah tiens ça ressemble à ça parce que ça, on passe à autre chose. Et moi j'étais là, c'est tout, mais développer. Donc voilà, manque de développement je trouve. Mais sinon c'était très intéressant, on va dire que c'était une bonne introduction et du coup maintenant j'ai envie d'en lire plus. Donc, je ne sais pas s'il y a une bibliographie, je ne crois pas, je pense que c'est en note de bas de page. Et ce ne sont, enfin, c'est pas vraiment une bibliographie pour en apprendre plus sur la mythologie d'Angot, c'est plus pour la mythologie en général. Voilà, donc pas mal, mais il manquait quelque chose. Ensuite, j'ai lu Vers de lierre de Louise Lebar, je crois, pour le PLIB. Alors je l'ai lu en e-book, je l'ai lu en e-book parce qu'il était court, sachez-le, puisqu'il fait 169 pages, donc en e-book ça va encore de lire un livre de moins de 200 pages. J'ai essayé de regarder pour lire les autres et il y en a un qui fait 500 pages, c'est mort. Je ne peux pas lire un livre de 500 pages sur mon ordinateur. Déjà, les 169 pages, c'est le ventre, vous en faites pas, il n'y a pas de fantôme. Déjà les 169 pages, j'ai eu un peu de mal. Mais alors le reste, je ne pense pas. Donc il va falloir soit que je les trouve en papier, soit que j'utilise les livres voyageurs, je ne sais pas, mais je ne peux pas les lire en numérique malheureusement. C'est l'histoire d'un écrivain dont je ne me souviens pas le nom parce que les noms des personnages et moi. Il va partir pour la maison de sa grand-mère qui est décédée, donc il doit remettre ses affaires en ordre et en même temps il veut une nouvelle idée pour son roman. Et là il va apprendre l'histoire du lierreux ou du ver de lierre. Alors ce livre est un coup de cœur phénoménal parce que j'ai adoré l'écriture de l'autrice. C'était merveilleux, c'était vraiment, je trouve qu'elle écrit vraiment très bien. Du coup j'aimerais bien avoir un exemplaire papier histoire de pouvoir écrire dedans. Enfin voilà, j'ai adoré l'atmosphère qui est un peu gothique, autant se le dire. Et elle est un peu gothique parce que c'est une histoire fantastique. Alors cette fois c'est vraiment du fantastique, c'est pas le fantastique dont on parle quand on dit oui. En fait, bon, j'en parlerai plus dans ma vidéo sur les différents types de fantasy, mais souvent on confond fantastique et urban fantasy ou low fantasy. Et là c'est vraiment du fantastique, c'est-à-dire que le narrateur, on ne sait pas trop si on peut se fier à lui. On ne sait pas trop s'il est fou, s'il hallucine ou si ce qui se passe est réel. On ne sait pas non plus s'il ne nous raconte pas n'importe quoi en fait. Et donc il y a hésitation. Est-ce que le surnaturel est vraiment surnaturel ou est-ce que c'est lui qui est en train de délirer? On ne sait pas. Et j'adore ce genre de choses. J'adore le fantastique. J'adore un narrateur qu'on suit et qui n'est pas du tout fiable. Alors il y a aussi un truc qui pourrait éventuellement ne pas plaire à tout le monde. C'est que le narrateur, en plus de ne pas être fiable, est assez effacé. Puisque ce n'est pas tellement son histoire qui compte ici dans le livre, c'est l'histoire d'une femme qui va être racontée dans un roman qu'il va lire lui-même. Donc je ne vais pas trop vous en dire, mais j'ai adoré, c'était génial. C'est à la fois féministe, il y a de la condition sociale de la femme, que ce soit de nos jours ou au je ne sais plus quel siècle. Les éléments fantastiques j'ai adoré, l'atmosphère j'ai adoré, il y a une maison, on n'est pas énormément dedans mais j'ai adoré. Voilà, j'ai un peu près tout aimé, je trouve rien à redire sur ce livre, il était top. En plus il était assez court, donc assez percutant, assez rapidement on va dire. Ah oui, il y a une scène qui m'a particulièrement choquée, mais je pense qu'elle choquerait toute femme qui lit ce genre de livre, ou ce genre de scène. Voilà. J'avoue que quand j'ai lu cette scène, j'ai fait ah non. Et donc j'ai passé vite, j'ai fait non, je peux pas lire ça, au secours. Bon, j'ai quand même fini de lire cette scène, mais c'était... J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, ce livre était génial, allez le lire, voilà. Pas d'autre chose à vous dire. Ensuite, j'ai lu The Princess Diarist de Carrie Fisher, donc je n'ai pas la jaquette, hein, je l'ai acheté d'occasion et la jaquette n'était pas là, à mon grand désespoir. C'est donc une non-fiction, les mémoires en quelque sorte de Carrie Fisher qui nous parle de son expérience quand elle a tourné Star Wars, ou alors c'est ce que je pensais. J'ai été assez déçue par ce livre, mais en même temps je ne l'ai pas noté parce que c'est assez compliqué de mettre une mauvaise note à des mémoires. C'est comme si on notait la personne et c'est... je sais pas.
bizarre. Alors déjà ce que j'ai aimé c'est que ce soit Carrie Fisher qui nous parle. Il y a quelques passages humoristiques que j'ai appréciés, puisque Carrie Fisher nous écrit avec humour on va dire, elle utilise l'humour souvent pour nous détendre je suppose, puisqu'elle raconte normal. Et certains poèmes étaient vraiment très beaux puisque à peu près au milieu du livre, elle nous met, voilà, tout ça dans le livre, toute la partie là que je tiens, c'est son journal en fait quand elle était sur le tournage. Et donc elle écrit des poèmes et certains sont vraiment très beaux. Mais je ne peux pas dire que j'ai aimé ce livre parce qu'il m'a mis terriblement mal à l'aise. Il m'a mise terriblement mal à l'aise puisque Carrie Fisher se concentre sur sa relation avec Harrison Ford dont je ne connaissais absolument pas l'existence avant de lire ce livre. J'ai trouvé que c'était malaisant. J'avais pas envie de lire ce genre de choses. Je n'avais pas envie de savoir ce qui s'était passé. Non. Voilà, ça m'a un peu laissé bouche bée. Je me suis dit ah c'est arrivé d'accord. J'ai eu l'impression en fait en lisant ce livre d'être une voyeuse. Enfin c'était voyeuriste, j'avais absolument pas envie d'entrer dans leur intimité de cette façon. Donc je l'ai fini et continué parce que c'était Carrie Fisher et que j'avais pas envie d'abandonner son livre. Mais vraiment zéro enjoyment, hein. C'était... Voilà, et aussi quelque chose qui m'a mise aussi très mal à l'aise, c'est que comme je vous l'ai dit, Carrie Fisher utilise l'humour, mais la Carrie Fisher jeune qu'on voit dans le journal, là, dans la partie au milieu avec les poèmes, tout ça, elle se sent tellement mal, elle a l'air tellement dégoûtée d'elle-même et tellement au bord de la dépression. Je sais pas, il y avait un espèce de contraste entre Carrie jeune et Carrie âgée et voilà. Donc très mal à l'aise et pas du tout apprécié ce livre. Voilà. Je pensais vraiment que ce serait juste sur Star Wars. Alors il y a bien sûr une partie où elle parle de la sursexualisation de son personnage, de comment elle a vécu de jouer ce personnage. Il y a aussi un passage assez choquant entre guillemets, enfin c'est pas vraiment... Si, en quelque sorte c'est choquant. Déjà comment sa relation avec Harrison Ford a commencé, personnellement ça m'a choquée parce que... Alors c'est pas Harrison Ford lui-même qui m'a choquée, c'est les autres membres du cast ou qui font quelque chose à un moment donné. Je me suis dit quoi? D'accord, bon ben pourquoi pas. Vous me direz c'est pas tellement un spoil, mais en gros j'ai l'impression que 3 membres, alors pas tellement du cast mais plus de l'équipe, voulaient emmener Carrie complètement bourrée. Et en fait on sait pas trop où ils veulent l'emmener et en gros Harrison Ford empêche qu'il l'emmène et heureusement parce que qu'est-ce qui se serait passé exactement? Voilà. Moi en lisant ça j'étais là d'accord, bah ok. Et donc là j'ai eu l'impression que Carrie Fisher utilisait l'humour en disant mais ce sont des gens bien. Ouais, pas sûr. Par contre il y a de magnifiques photos, enfin moi je trouve cette photo très belle personnellement. Il y a de très belles photos au fil du livre, il y en a une autre. Voilà. Je trouve ces photos très belles. Et voilà, il y a un autre passage assez étrange où elle parle de prostitution, puisqu'elle elle vient à des conventions pour signer des autographes. Et elle voit ça comme de la prostitution. Et alors moi j'étais... Ben, moi je vois pas ça comme ça, mais d'accord. Donc voilà, mal à l'aise et je m'attendais pas à ça, mais voilà. Donc si vous voulez le lire, maintenant vous savez à peu près de quoi ça parle. Donc si vous avez envie d'en apprendre plus sur ça, allez-y, mais moi j'étais un peu... non. Et le dernier livre entre guillemets, que j'ai terminé en novembre, c'est La Passe Miroir en coulisses de Christelle Dabo. Donc c'est vraiment un tout petit livret avec le début de La Tempête des Échos. Donc en fait c'est un... on va dire un préambule ou une préface comme vous voulez. Après on a un résumé du livre 1, du livre 2, du livre 3. On a aussi des espèces de petites présentations des personnages. On a une carte et on a des croquis de... non mais moi et les noms... de Laurent Gapaillard, voilà. Donc c'était un beau petit livre, très sympathique, qui n'est pas nécessaire, enfin pas nécessaire de le lire pour comprendre ou quoi, mais qui est quand même sympa à avoir je trouve. Donc je m'attendais pas à l'avoir puisque je n'ai pas précommandé La Tempête des Échos, c'est juste que quand je suis allée l'acheter le jour de la sortie, la libraire en avait encore, donc elle m'a gentiment donné ce livret. Voilà.
Donc c'était sympa, ça m'a donné très envie de lire La Tempête des Échos, mais j'attends un petit peu parce que c'est le dernier tome et qu'après il n'y a plus rien et que... voilà. On va rapidement passer aux abandons. Encore de durée, hein, ça doit être ça, puisque là je crois qu'il y a déjà 1 heure de tournage. Génial. J'avais pas du tout que cette vidéo à tourner, donc je ne sais absolument pas si j'aurai le temps d'en tourner d'autres. Abandon. Alors j'ai abandonné 2 livres. Le premier que j'ai abandonné c'est The Both Die at the End d'Adam Silvera, qui s'appelle en français Ils meurent tous les deux à la fin. Alors il m'a été offert par ma soeur à Noël. J'avais pas l'intention de le lire à l'origine, mais quand elle me l'a offert, évidemment, j'allais le lire. Alors c'est l'histoire de Rufus et... j'ai déjà oublié Mathéo, je crois. Oui, Rufus et Mathéo qui reçoivent le fameux appel de Deathcast. Ils vont mourir dans la journée, dans les 24 heures là qui vont suivre, ils vont mourir. Il leur reste 1 jour à vivre. Et ils vont utiliser l'application Last Friend, dernier ami, pour trouver quelqu'un qui va lui aussi mourir, et histoire de passer une journée... de ne pas passer cette journée seule en fait. Alors à l'origine je ne voulais pas lire ce livre parce que je me suis dit, c'est assez horrible de dire ça, mais c'est mon ressenti personnel bien sûr, hein, c'est pas du tout... Enfin je ne dis pas que l'auteur a cette intention et que tous les lecteurs le pensent ou que tous les lecteurs doivent le penser, mais c'est ce que moi je ressens quand je lis ce genre de résumé. Pour moi, c'est juste pour faire pleurer le lecteur. Et je déteste ce genre de livres qui sont là juste pour faire pleurer le lecteur. Déjà. Et ensuite, j'avais l'impression que ça allait être de la romance. Alors, ma soeur m'a dit que non. Étant donné que je n'ai pas terminé le livre, en fait, si, je vous avoue, je me suis arrêtée à la page 170 et quelques. Et j'ai feuilleté tout le livre pour tout me spoiler, histoire de savoir ce qui allait se passer pour voir la fin, qui m'a d'ailleurs déçue. Donc, je ne regrette pas de l'avoir abandonné. Donc, je ne vous dirai pas s'il y a une romance ou pas. Mais à l'origine je pensais qu'il y avait une romance donc je ne voulais pas lire. Moi romance et faire pleurer, non merci, ça va aller, salut. Et donc j'ai abandonné parce que, je vais m'expliquer quand même, j'ai l'impression que l'auteur, enfin en tout cas c'est une impression personnelle encore une fois, j'ai l'impression que l'auteur écrit ce livre juste comme un prétexte pour faire passer un message et je ne vois pas l'intérêt de ce genre de livre. Je veux dire, dans ce cas là, on écrit juste le message, on le fait passer et c'est bon. Son message c'est clairement, il faut profiter de la vie, imaginez vous allez mourir demain, il faut que cette dernière journée ait été vécue à fond. Alors oui, on sait déjà ce genre de choses, il n'y a pas besoin de nous donner ce livre et de nous dire, alors dès le début, hein, You must live to the fullest, I didn't live to the fullest, oh I regret that I didn't live to the fullest. Oui je crois que j'ai compris l'idée, merci. Je déteste ce genre de livre en fait qui prend la tête du lecteur, la met, en gros lui met le nez dans son caca et allez, t'as compris hein, t'as compris. J'ai compris, merci. Donc déjà là, ça partait mal. Ensuite, j'ai pas aimé la façon dont c'était écrit. J'ai pas non plus aimé l'idée de Deathcast et cette idée que de toute façon la mort est déjà déterminée, question de destin, tout ça. Les personnages vont effectivement mourir à la fin parce que c'est comme ça. Non, je suis pas... Enfin, c'est pas trop la façon dont moi je vois la vie. Donc, non. Et donc j'ai lu la fin, donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai tout lu pour... Enfin, j'ai lu en diagonale pour un peu voir. Et non, définitivement, j'ai bien fait de l'abandonner, j'aurais pas aimé la fin de toute façon. Donc je suis désolée de ne pas avoir aimé ce livre, mais c'est la vie. J'ai fait une petite chronique sur Goodreads et j'ai mis un petit commentaire sur Livre Addict pour expliquer pourquoi j'avais abandonné. Et voilà, donc déjà déception. Et j'ai abandonné un autre livre, mais alors là c'est vraiment un regret. Je me suis sentie terriblement mal de l'abandonner, mais je pense que je vais le reprendre pour essayer de le finir quand même parce que ça me gêne d'abandonner ce livre. C'est L'âme vive d'Ariel Holz, le tome 1, Obédience. Oui, j'ai honte d'abandonner ce livre. Alors j'ai abandonné parce que je n'arrive pas du tout à entrer dans l'histoire, dans l'univers. Je ne retrouve pas l'écriture d'Ariel Holz que j'aime. J'ai tant aimé dans Le complot des corbeaux. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi dans ce livre. Et en fait je commençais à avoir une panne de lecture à cause de ce livre. Donc j'ai préféré arrêter et lire d'autres choses. Et voilà. Enfin, en plus j'ai l'impression d'avoir deviné une grosse révélation. Donc ça m'agace assez. Mais donc je pense que je vais le reprendre puisque ce livre est un sélectionné du PLIB.
Donc on verra. Je vais essayer de le finir, mais je n'y arrive pas. J'ai du mal, vraiment, vraiment beaucoup de mal. Voilà. Donc ce sont tous les livres que j'ai lus pendant ce mois de novembre. On va faire un petit bilan rapide. Le meilleur, à votre avis, qui est le meilleur? Je vous laisse quelques secondes pour écrire en commentaire qui est le meilleur. En attendant, je réunis les livres histoire de vous les montrer. C'est bon? Alors, il y a 3 gagnants pour le meilleur du mois. Romantic Outlaws, qui était juste formidable. Mère morte, tout à fait formidable lui aussi. Et Vers de lierre, que j'ai adoré. Les fails du mois, je pense que ce n'est pas une surprise non plus, sont Web of Die at the End et L'âme vive, malheureusement. La surprise du mois, c'est Vers de lierre, parce que je m'attendais vraiment pas à aimer ce livre autant. Et il n'y a pas vraiment de déception. Il aurait pu y avoir de Laurine à l'école, mais j'ai quand même aimé le livre, donc c'est pas tout à fait une déception. J'ai lu 11 livres et j'en ai acquis 18. Quel magnifique ratio, bravo. J'ai lu 6 fictions, 5 romans, un thriller, 2 fantaisies dont une fantaisie urbaine et une fantaisie post-apocalyptique, un classique et un fantastique. Et j'ai lu un recueil de nouvelles fantastiques. Non, une nouvelle fantastique, autant pour moi. On va dire que c'est ça la nouvelle fantastique, je sais pas trop dans quoi mettre donc. Enfin fantaisie plutôt, pas fantastique, pardon. Et j'ai lu 5 non-fictions. Donc j'ai réussi Non-Fiction November. Yeah! Puisque je m'étais fixé 5 non-fictions à lire. J'ai lu une biographie, 2 essais, donc un essai sur la fantasy et un essai d'art on va dire. Un dictionnaire, SFFF, donc le guide des genres et des sous-genres. Et des mémoires. Niveau série, j'en ai commencé aucune, j'en ai continué aucune et j'en ai terminé une, Les Sœurs Carmine. J'ai lu 3436 pages. J'ai lu aucun livre de la Palle annuelle. On m'applaudit. J'ai fait 2 lectures communes et j'ai abandonné 2 livres. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui était tellement longue. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça va vous, que vous étiez fait un thé et que vous aviez prévu le coup. Je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire. Dites-moi si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés ou pas. Si vous avez envie de les lire. Voilà. Dites-moi si vous êtes prêts pour le mois de décembre, qui a déjà commencé. Mais enfin bon, si vous êtes prêts pour cette fin d'année et pour les vacances et pour les fêtes. Et voilà. Pour 2020. Merci à ceux qui aiment, commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!